On est aujourd'hui en 1254, on est au milieu du XIIIe siècle et on fait un château à la mode de Philippe Auguste, le grand-père de notre roi de France. Le roi de France, c'est Louis IX Saint-Louis. On a les carriers, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, les fendeurs, les équarrisseurs. Donc oui, c'est entre 15 et 20 métiers différents. Le château de Guédelon est un château qui est en cours de construction. Ça s'appelle de l'archéologie expérimentale. C'est une expérience qui permet de répondre à la question comment on fabriquait les châteaux forts en France au Moyen-Âge. Donc le premier métier, on allons voir c'est quoi comme métier? On va aller voir la pierre, c'est quand même le plus important. Pour l'instant, il y a des milliers de tonnes de pierres à sortir. Et il y a 25 ans, on a posé la première pierre et puis on travaille depuis ces 25 ans à construire le château. Ça vous fait quoi en fait travailler avec la pierre? Moi je trouve que c'est très apaisant. La pierre, c'est quelque chose de très méditatif, c'est assez agréable à travailler. J'adore moi cette matière. Qu'est-ce que ça vous plaît en fait dans ce métier spécialement? Moi le fait de faire à la main, j'ai toujours trouvé ça beaucoup plus agréable. C'est vrai que la machine nous fait gagner énormément de temps sur plein de choses. Mais moi j'ai toujours préféré travailler à la main où on sent vraiment beaucoup plus la matière. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Avec... Oui, tout à fait, oui, c'est ça, et communique avec nous. En plus, avec la marche d'escalier, elle sonne énormément. Donc c'est encore plus agréable de travailler celle-ci parce qu'elle fait vraiment une sonorité comme une musique. Qu'est-ce que ça vous apporte? De la patience. Il faut apprendre à être patient parce que si, et ça m'arrive encore beaucoup, si on se précipite, on fait des erreurs et finalement on prend plus de temps à tailler notre pierre que si on avait pris notre temps. Donc tout commence ici à la carrière. On va découper les rochers en morceaux pour donner de la pierre au tailleur de pierre qu'on vient de voir et aux maçons qui fabriquent le château. Ah ok, donc en fait ici c'est la première étape. C'est la première étape, c'est la carrière. Ok. En fait ici c'est un magasin. C'est un magasin, on a différentes pierres, différentes sortes de pierres qui vont aller aux différents endroits dans le château. Donc les maçons ils viennent, ils veulent des pierres comme ci, des pierres comme ça ou comme ça, il y a le choix. Ok. Les maçons c'est... Les maçons c'est eux qui fabriquent le château avec la pierre et le mortier. Le mortier c'est la colle qui va coller les pierres entre elles. Okay. Voilà carrier. Bonjour. Donc là, tous les jours, ça c'est des gestes quand même assez répétitifs, c'est ça? Oui, c'est comme le fait de marcher, c'est toujours le même geste qui fait qu'à force de le faire, c'est comme les tailleurs de pierre, j'ai plus forcément besoin de regarder ce que je fais. Et ça vous fait quoi en fait, cette façon de travailler répétitive Moi ça me gêne pas en fait, c'est un peu comme une sorte de méditation violente quoi. Ça fait travailler sur soi-même, après c'est l'instinct qui se met en route, ça devient un automatisme quoi. Parce qu'en général, méditation, ça nous donne le bien-être. Et oui. vous? Ah oui, j'adore ce que je fais. Pour rien au monde, je ferais autre chose. Et depuis, vous avez quel âge? J'ai 23 ans, moi. Ah, juste 23 ans. Ouais, juste 23 ans. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Je suis arrivé ici, j'avais 20 ans. Donc ça fait 3 ans là. En fait, comme j'aime ce que je fais et que j'ai pas de pression, je pense que j'en faisais autant que si quelqu'un avait une pression sur moi, quoi. C'est que du plaisir. C'est-à-dire, quand vous êtes avec toutes les technologies modernes, et c'est pas le même effet sur vous-même. Ce qui va me plus le gêner avec les technologies modernes, c'est le bruit, très honnêtement. Le bruit et toute la poussière qu'elle dégage. Je trouve qu'il n'y a pas forcément d'enjeu, je trouve qu'il n'y a pas de pression. Alors quand on travaille à la main, c'est vraiment un travail concret, il y a beaucoup plus de satisfaction, quoi. J'aime tellement ce que je fais que je finis par plus réfléchir, en fait. Ça vient vraiment de l'instinct. Après, je pense que, alors si on peut parler en élévation de l'âme, je dirais que je suis en paix avec moi-même quand je fais mon boulot, quoi. C'est-à-dire cette pierre, par exemple, là, vous devez passer combien de temps pour que ça coupe en petits morceaux pour livrer Alors, en soi, faire la grosse coupe comme celle qui est ici, là où il y a ma jambe, ça m'a pris juste une demi-heure. Là, ça va me prendre 20 minutes de faire le trou ici. Après, ce qui peut prendre plus de temps, c'est de faire le repérage de la pierre parce qu'on ne fait pas ce trou n'importe comment. Après, je vais glisser mon coin et je vais taper dessus à la masse. Donc si j'ai bien réfléchi, normalement ça peut se faire en quelques secondes. Si j'ai mal réfléchi, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc en fait, il y a quand même une certaine intelligence, on peut sentir avec le pierre, on peut trouver un bon positionnement. Tout à fait. On ne peut pas juste arriver devant la pierre et taper dessus et espérer avoir quelque chose, il faut quand même réfléchir en fonction de sa géologie. C'est là que ça devient intéressant. Ok, donc c'est quand même intelligence humaine qui peut vraiment jouer efficacité en fait de travail.
Ah oui, là, Résultat. c'est pure intelligence et réflexion. Après, c'est sûr que si vous avez des gros bras, bah, ça peut aider. Mais de base, il faut d'abord servir sa tête. C'est plus important. Donc ça c'est du grès, c'est de la pierre de sable avec des oxydes de fer. On voit qu'il y a du jaune, il y a du marron, il y a du rouge, du orange. Avec tout ça on va pouvoir faire de la peinture. En fait Guédelon, avant d'avoir un château, c'était une carrière de pierre. Et l'endroit était connu pour ça. Donc il y a très très longtemps déjà, il y a des carriers qui découpaient des rochers en morceaux ici pour fabriquer les maisons dans la région et autres. Donc il y a 25 ans, on a acheté le terrain, on a nettoyé et on savait qu'il y avait la pierre ici. Dans un endroit, il y a de la pierre blanche. Comme on a vu chez les tailleurs de pierre tout à l'heure, les fenêtres elles sont faites avec de la pierre blanche. La cheminée, il y a de la pierre blanche. En fait, on mélange les couleurs pour faire beau. Ah, ok. Ah, Et ça fait joli. oui. C'est déjà 25 ans de construction. Oui. C'est toujours pas fini. Non. Donc vous pensez que ça va finir quand? Encore une petite dizaine d'années. Mon Dieu. Donc on aura mis plus de 30 ans à fabriquer notre château. Mais c'est pas vie. grave. Presque une vie, presque une vie. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ce qui soit fait soit bien fait. Et puis qu'il y ait plein de gens qui soient passés nous voir pendant qu'on était en train de le faire. C'est ça l'intérêt de Guédelon. Là, je fais la base d'un panier ovale. Ça va ressembler à celui qui est accroché juste devant là en face, tout dos droit. Voilà, Ok. celui-ci. D'accord. À peu près la même chose. Ok. Et normalement, ça vous prend combien de temps? 4h30. 4 heures. 4h30. Ouais. Ok. Et toutes ces matières? De l'osier. Mhm. Ça vient du saule. Le saule, c'est un arbre. Et c'est les jeunes pousses de l'année qu'on coupe, qu'on fait sécher. Et pour le travailler, on met à tremper 8 jours dans de l'eau. Sinon, il n'est pas souple. Là, vous voyez, il est souple. Ok. On travaille qu'avec des outils manuels. Il n'y a pas de machine. Donc en plus, on travaille avec ce que la nature nous offre. Voilà, donc c'est magnifique, quoi. Tout est naturel et puis c'est reposant comme métier. Et puis après, c'est méditatif en fait. C'est très relaxant en fait. C'est un métier, c'est un travail, mais on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est très agréable à faire. Voilà. Et puis on peut faire plein de pièces différentes. Voilà, on laisse parler l'imagination, on peut faire des formes rondes, rectangulaires, carrées, ovales. Voilà, on peut partir d'un fond et à chaque fois qu'on fait un fond, par exemple ovale, on ne fait jamais le même panier. Voilà, donc c'est ça qui est agréable. Quand vous dites comme une méditation, c'est-à-dire ça vous fait vraiment du bien. Oui, ouais, tout à fait, oui. Ah, oui. Ah, oui. Le travail, faire du bien, c'est vraiment rare. Enfin, dans le Ah travail... oui, aujourd'hui, c'est rare. Oui, c'est rare. Donc le bois il vient de la forêt. On a différentes essences de bois. Là ils sont en train de travailler du bouleau, mais on a aussi du chêne, du charme, du hêtre. Beaucoup d'essences de bois différentes. Et le problème c'est qu'il va falloir transformer un tronc d'arbre en un morceau de bois exploitable. Donc carré ou là en forme de losange, de trapèze. Et donc pas de machine pour équarrir le bois. Donc ça se passera comme ça, à la hache et à la doloire. Donc là ils sont en train de fabriquer des petits chevrons pour un four qui est dans le village. Vous avez quel âge? 18 ans. Je viens de passer un CAP charpente, donc maintenant je suis charpentier. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? Parce que j'adore travailler le bois et puis à Guédelon, c'est sûr que c'est incroyable de travailler le bois. Et pourquoi c'est quoi cet ressenti avec le bois, votre relation avec le bois? On sent que c'est une matière qui est vivante et qu'on peut travailler et puis il faut quand même la respecter, donc mine de rien. Travailler le bois, c'est se servir d'une des matières qui est donc surprésente dans la nature et qui peut repousser à l'infini. Donc il y a vraiment un côté sympa. Et par rapport au travail manuel avec le bois Ouais. et avec la machine moderne, Avec la machine, ouais. et quel est votre... c'est-à-dire, vous préférez à la main? J'aime pas du tout travailler à la machine parce qu'on a moins l'impression de respecter le bois justement. Alors qu'à la main, on suit le fil,
on le garde dans son état quasiment initial, c'est-à-dire que si l'arbre est tordu, on va le garder tordu pour l'utiliser. Et donc on se rend compte qu'en échange, l'arbre il ne va pas bouger en séchant. Là où aujourd'hui, quand on le coupe droit à la machine alors qu'il est tordu, ça libère des tensions et il va se replacer dans sa forme initiale, donc il va se retordre. Et donc en fait, c'est plus respectueux de l'arbre en lui-même, voilà, de juste le faire à la main, à la hache, quoi, et pas de le faire à la machine. Par exemple, là j'ai voulu mettre un coup de trop. Ici il y avait un nœud, donc un nœud c'est la base d'une branche, c'est-à-dire que dans un arbre il y a des branches et quand il y a une branche, on appelle ça un nœud, c'est le fil qui rentre à un endroit et qui se tord. Et donc quand on met un coup de hache dedans, le fil il repart à l'intérieur du bois. Donc là j'ai mis un coup de hache de trop, j'avais un trait ici, et donc en fait je suis rentré directement dans le bois et donc le bois a sauté, quoi. Si j'avais vraiment compris qu'il y avait un nœud ici et que j'avais bien suivi le fil, je l'aurais pris dans les deux sens, j'aurais fait quelque chose de plus propre. Là j'ai voulu passer directement et en fait le bois a sauté parce qu'on ne peut pas le contraindre à prendre une position, il faut le respecter. Vous aimeriez vivre à l'ancienne? Ouais, complètement. Moi je suis fan de Moyen-Âge donc j'adore être ici, c'est sûr. C'est quoi comme ressenti de vivre à l'ancienne? Alors j'ai jamais encore vécu à l'ancienne entièrement parce que forcément dès qu'on quitte l'entreprise, on retourne à la vie normale. C'est quoi qui vous plaît en fait? J'ai l'impression qu'il y a moins de stress à l'ancienne. C'est ça qui est marrant, c'est la vie est plus simple et on se réjouit plus du quotidien. Alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on veut tout plus vite et différemment, donc c'est pas. Moi j'aime bien ça, faire moi-même chacune des choses et puis vivre simplement, ça me suffit. Voilà. Vous avez quel âge? 24 ans. 24 ans aussi, vous êtes tous très jeunes. Ah, ici, il y a pas mal de jeunes, ouais. Et pourquoi vous avez choisi ce métier? De base, j'avais envie de faire de l'artisanat, tout simplement. Je travaillais dans le bâtiment comme maçon. Et encore avant, j'étais surtout à la fac. Mais au début, j'étais en taille de pierre, dans l'autre loge. Et entre-temps, j'ai vu mes collègues charpentiers travailler à la hache et j'ai été un peu curieux de voir comment ça se faisait. Et c'est tellement un métier complet. On travaille dans la forêt, ici, là-haut. Voilà, on finit par faire tellement de choses que c'est incroyable, quoi. En tout cas, c'est sûr qu'on redécouvre quelque chose qui s'est presque perdu. Il y a encore pas mal de gens qui le font, mais c'est pas du tout courant. C'est pas du tout dans les perspectives d'avenir de faire charpentier à l'ancienne. Là, c'est sûr que ça change totalement et j'en suis très content, quoi. C'est, comme disait mon collègue, un plaisir de travailler autrement qu'avec des machines assez bruyantes et beaucoup plus dangereuses. La hache, tous les jours, je le fais et je risque pas forcément de me blesser autant qu'à la scie circulaire. Voilà. À part quelques petites blessures, je vais pas perdre ma jambe, quoi. Voilà. Et vous avez arrêté la fac, hein, du coup? C'est ça, ouais. J'étais en licence de philosophie. Et bon, j'ai envie de dire, en philo, on est un peu partout chez nous, quoi. Mais ouais, je voulais faire d'abord de la taille de pierre, puis de la charpente, et je m'y plais bien, donc voilà. Mais spécialement charpentier à Guédelon aussi. Parce qu'il y a charpentier, mais charpentier à l'ancienne, c'est toute une autre chose, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire ici, quoi. Donc, maintenant, vous avez décidé, c'est ça votre métier? C'est ça, ouais. C'est pour devenir charpentier traditionnel, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce métier? C'est vraiment un plaisir tous les jours de travailler avec une matière déjà qui est agréable pour l'odeur, pour le son que ça fait, le coup de la hache qui n'est pas agressif pour les oreilles. Et ça m'apporte un plaisir de me dire que je fais quelque chose qui me sert, quoi. Je me dis que même en dehors de chez moi, en dehors du boulot, je peux faire des choses pour mes amis, pour mes collègues, pour ma famille, quoi. Ça me sert concrètement à quelque chose. Ça vous fait vraiment un plaisir. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Ça, c'est important. Ouais, c'est important de se dire que le matin, je ne me réveille pas en voulant pas aller au travail. Au contraire, j'y vais presque en courant, j'ai envie de dire. Parce que je suis vraiment content de faire ce que je fais et je suis encore en apprentissage. Et j'ai tellement de choses à apprendre que c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est passionnant de se dire, bon, qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau, quoi. C'est les gardiennes du sentier. Ah, gardien? C'est les gardiennes quand il y a du monde. Le soir, s'il y a du monde qui passe, elles crient comme ça, on les entend de loin. Ah, et nous, on est arrivés. Bonjour. Bonjour. Donc c'est pour la surveillance. Oui, là c'est bienvenu, mais c'est aussi, vous approchez pas trop près de moi, sinon je vais vous manger les mollets. Ah, c'est vrai? Ça pince les mollets, ça pince. C'est des oies. C'est des oies. C'est des oies. Ok. Donc là, Ici, c'est un four à pain. Et en fait, les morceaux de bois que mes collègues sont en train de fabriquer, ça va là. C'est pour ça que je vous emmène ici. Ok. Cette petite maison, c'est le four banal. Le four, en fait, on va obliger tous les habitants de la région à venir faire cuire son pain ici. Et en échange de ce service, on paye un impôt, une taxe. Donc il est très important pour le seigneur de Guédelon d'avoir le four, le moulin,
et tout ce qui va avec pour récolter les impôts, pour s'enrichir. Et donc là, mes collègues charpentiers, on a vu donc mes collègues qui taillaient les pièces de bois, les chevrons, et maintenant ils sont en train de les assembler pour pouvoir poser les tuiles qui vont dessus ici. Donc là, on a tout le processus de travail de A à Z. Dans l'atelier des charpentiers, on taille les chevrons, comme ça. Et ensuite, une fois qu'on les a taillés, on vient les installer ici. Donc ici, c'est seulement installation alors? Voilà, bah oui, on est sur le lieu de l'installation. D'accord. Donc c'est le charpentier qui fabrique la charpente, qui l'installe et qui la couvre après avec les tuiles. D'accord. Et par rapport à la méthode moderne, quelle est votre... c'est-à-dire, ça change la différence entre la méthode moderne et la méthode ancienne? Le charpentier aujourd'hui, il ne va pas équarrir le bois comme ça avec une hache. Il va acheter le bois à l'extérieur. Et ensuite, la mise en œuvre du bois n'est pas la même parce que le bois taillé à la hache ne ressemble pas du tout au bois qu'on achète aujourd'hui. Et quels sont les côtés bons et les côtés moins bons? Alors le côté moins bon, c'est qu'il faut être plus attentionné dans la fabrication parce que le bois est moins régulier que le bois d'aujourd'hui. Par contre, c'est beaucoup plus solide dans le temps. Ça va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Pourquoi ça va plus solide? Parce que on prend plus soin de la forme de l'arbre et on respecte l'arbre tel qu'il a poussé pour la mise en œuvre après. D'accord. En fait, c'est comme un être vivant. Ah oui, c'est véritablement un être vivant. Même abattu, il continue d'évoluer encore après. Donc il faut tenir compte de sa forme originelle et de ce qu'on en fait dans la charpente après. D'accord. C'est comme on a respecté le bois et du coup, le bois peut en durer plus. C'est un mutuel, c'est un respect mutuel. Ouais, bah, on lui demande un service, mais on essaye de respecter sa forme et la forme qu'il a va décider quel élément il aura dans la charpente. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ah bah le fait de travailler, surtout ici à Quai-de-Long, c'est le fait de réaliser une charpente, mais en partant directement de l'arbre qui est là. Et ça, c'est très agréable. Ça vient de l'arbre ici. Voilà, bah, ici ou un peu plus loin, mais on n'arrive pas avec du bois qui est déjà scié. On commence avec des arbres. Moi, je viens de Seine-et-Marne, c'est proche de Paris, mais plus à côté de Disneyland. D'accord. Et moi, je viens de Paris. Okay. Alors, pourquoi venir ici? En fait, moi, je suis déjà personnellement dans ma vie quelqu'un qui fait des choses avec les mains et donc très intéressée par tout ce qui est artisanat. Et ici, pour moi, c'est vraiment la somme ou le résumé de tout ça, de tout ce qu'on peut fabriquer uniquement avec les mains. Et ça, je trouve ça fascinant. Et vous? Eh bien, moi, je me suis lancé dans un projet d'achat de réparation d'une maison dans le Loiret. Et donc, je me suis mis à faire plein de choses avec mes mains. Et c'est fabuleux ici de voir que grâce à tous les matériaux en local, avec des savoir-faire, on peut construire une maison. Et de se réapproprier des savoirs qui nous paraissent impossibles d'avoir. Comme par exemple construire une maison, tailler des tuiles en bois ou fabriquer des tuiles en terre, les faire cuire, faire du métal. On voit un peu d'où ça vient, à l'origine même, et on voit toute la construction et puis surtout toute l'énergie associée. C'est incroyable. C'est les gens en fait. On se rend plus compte dans notre monde moderne que grâce aux énergies fossiles, on peut faire énormément de choses et ça remplace le travail des humains. Alors qu'avant on faisait tout ça avec nos bras, avec nos mains, avec nos jambes et ça aussi avec notre cerveau. Voilà. Et vous pensez que notre société moderne, c'est plutôt un progrès ou un recul en fin de compte? Incroyable question. Oui, j'aime bien ce que tu dis, Luc. Les deux. En fait, je vois que les produits pétroliers nous ont permis d'augmenter notre capacité de production d'énergie avec des standardisations. Mais de l'autre côté, nous a fait perdre complètement notre compréhension et notre intelligence des savoirs. Et à un moment donné, savoir faire avec la main, ça permet de comprendre d'où viennent les choses et puis de comprendre quels ont été les bénéfices de l'industrialisation. Donc je trouve ça très intéressant. Il n'y a pas forcément à dire c'est un plus ou c'est un moins, c'est complémentaire en fait.
Voilà. Et c'est plutôt la racine, on retrouve certaines racines. C'est ça. Je pense que quand on connaît la source et l'origine de tout ce qu'on a, ce que l'on mange, nos vêtements, le fait qu'on ait des moyens de transport, qu'on ait des maisons, ça nous permet de comprendre la valeur des choses. Le temps que ça a pris, le temps que ça n'a pas pris parce qu'on a justement des technologies, parce qu'on a une énergie peu chère et facilement accessible. Je trouve que c'est un devoir presque de citoyen du monde de connaître la vraie valeur des choses auxquelles on accède. Alors, on va aller voir les gens qui travaillent la terre, qui travaillent l'argile. Donc, on fait des tuiles, on fait du carrelage pour mettre au sol, on appelle ça les carreaux de pavement. On fabrique de la poterie, donc différents récipients en terre. Et après, on les fait cuire dans le grand four qui est ici à l'extérieur. La fabrication. Et le travail fini. Les grandes tuiles qu'on a vues tout à l'heure sur le toit. Donc la première étape, c'est... Alors la première étape, c'est préparer la terre. Donc il va falloir aller chercher la terre dans la carrière à l'extérieur. Il va falloir la préparer pour qu'elle soit à la bonne consistance. Il faut enlever les cailloux, il faut enlever les feuilles, il faut préparer la terre. Et une fois que la terre est prête, on va pouvoir la placer dans un moule, la travailler. Et là, on est en train de fabriquer des belles tuiles. Voilà, tout commence ici. Ah, ok. Tout commence ici. On a de la terre jaune et de la terre noire. Donc c'est des argiles. Et donc avec ça, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. Ok. Et ça, c'est assez courant dans la région? Dans la région, oui. Dans la région, en fait, il y a beaucoup de potiers. Parce qu'on a une très très bonne argile. Ah, c'est-à-dire la terre est très riche ici. Elle est très bonne pour faire des pots. Ok. Ah, ok. C'est de la pâte à modeler, c'est de la belle argile. Donc il y a jaune et en dessous il y a noir. Il y a les deux couleurs. C'est les oxydes de fer. Regarde les belles couleurs. Ça c'est pour faire la peinture. Avec de l'ocre rouge on peut faire de la peinture. Ah, super. Ouais. Waouh. Ça c'est beau. Ça c'est la peinture. Ouais, c'est de l'ocre rouge. Il y a de l'ocre jaune. Et donc ça c'est une richesse. Et avec ça on va faire les peintures dans le château. C'est-à-dire là cette région c'est vraiment fait pour... Ouais, l'argile c'est parfait. C'est une belle terre pour faire de la poterie. Ouais. Et maintenant on va aller voir le résultat de leur travail. Bah, c'est le château. Qui va habiter dans le château? Alors personne ne va habiter dans le château. Déjà il fait très froid l'hiver. Il y a le bois là. Oui mais ça va coûter cher en bois parce que c'est pas très bien isolé. Alors on va pas l'habiter mais par contre on va l'animer comme s'il était habité. Déjà il va falloir faire tout ce qui va à l'intérieur, les meubles, les tentures, il y a beaucoup de choses à fabriquer pour l'intérieur du château. Et puis après on expliquera aux gens comment on vivait dans un château fort. La porte d'entrée principale avec une porte, une herse, c'est une grille en bois qui va descendre pour fermer. On a de chaque côté les meurtrières qui surveillent pour protéger. On en a aussi là-bas. Donc en fait, quand on n'est pas invité à rentrer dans le château, si on veut attaquer le château, ça va être très très dur de s'approcher. Parce qu'il est protégé partout avec ces meurtrières qu'on voit là-bas, qu'on voit ici. Et puis en haut, là-haut, on appelle ça les créneaux. Les créneaux, on va pouvoir jeter des cailloux sur les méchants qui veulent rentrer. Donc quand tout est fermé, ça va être très très difficile de rentrer dans le château. Aujourd'hui, c'est ouvert. Donc c'est la plus grosse, c'est la plus grande tour du château, c'est la tour maîtresse. C'est la tour principale du château. La porte, regarde comme elle est belle. Elle est toute ferrée, toute protégée. Alors, on est au rez-de-chaussée de la tour maîtresse. Donc ici, c'est une salle qui va nous permettre de surveiller, de protéger l'extérieur par les meurtrières. Et à l'étage au-dessus, c'est pareil, sauf que les meurtrières sont décalées. On ne les met pas les unes au-dessus des autres, on les décale en quinconce. Et comme ça, on peut surveiller tout autour du château pour protéger. Donc maintenant, on va monter au premier étage. Et la particularité, c'est que l'escalier, il est caché dans l'épaisseur du mur. Épaisseur de mur? Oui. Le mur, il va d'ici à là-bas. Ah, c'est immense, hein, c'est grand. Oui. Et pourquoi si épais? Parce que c'est un château fort. Tout simplement. Et là, c'est le grand escalier pour monter au premier étage.
Alors Ici? on Oui. va. Ici? Ah, ici. Ah, c'est dommage, je peux pas l'enlever. Ah, elle est coincée. C'est les toilettes. D'accord. Il n'y a pas de porte? Non, Ah bon? il y a un virage. Regarde. La hauteur. Ouh. C'est-à-dire aussi? C'est à l'extérieur. D'accord. Mais il faut pas que les gens passent dessus. Hein? Non, il faut pas, non. Donc c'est-à-dire avant les toilettes, ils n'ont pas de porte? C'est pas obligé. Mais quand il y a quelqu'un, on dit oh, il y a quelqu'un, il répond. Oui. On l'a pas vu. Il est tout en intimité. C'est suffisant. C'est pas obligé. C'est marrant. Ok. Ici c'est la chambre du seigneur de Guédelon. C'est un appartement privé. La grande fenêtre, on peut s'asseoir dans les murs pour avoir de la lumière. Et ici, le grand luxe, on a un dallage en carreaux de pavement. Ah, c'est un luxe? Ah oui, c'est un luxe, ça vaut cher ça. Pour le seigneur de Guédelon. Tout le château lui appartient, mais sa chambre, c'est ici. Ok. Encore les toilettes. Ça tombe à l'extérieur, c'est bien. Ça tombe à l'extérieur. On récupère pour mettre dans les champs, pour faire de l'engrais. Ok. Et donc on appelle ça les latrines. Les latrines, c'est les toilettes. Donc ici on peut surveiller. Ici on peut surveiller pour protéger le château, c'est les créneaux en fait. Tout ça c'est le chemin de ronde. Et ici donc du haut on peut surveiller l'extérieur. Ok. Ah, c'est beau. Oh, ça, c'est beau, ça. Tout ça Alors fait ici, à la main. cette salle s'appelle la Aula. La Aula, c'est une grande salle polyvalente qui est là pour faire des repas, des réunions, tribunal, dortoir. Et donc c'est une salle polyvalente qui va permettre de mettre en lien le seigneur de Guédelon et les habitants de la région. Une cheminée pour avoir chaud, des grandes fenêtres où on peut s'asseoir à côté de la lumière pour lire ou pour faire ce qu'on a à faire. Et ici, donc, on voit bien le travail de mes copains charpentiers. Ils ont bien travaillé. Ouais. Une grande charpente à chevron formant ferme. Des centaines et des centaines de pièces de bois. On les a vus travailler tout à l'heure. Ouais. Et ben c'est pareil ici. Une par une, chaque pièce de bois taillée à la main. Ah oui. Du tissu et de la peinture. Regarde comme c'est joli. Donc là, on est toujours sur le chemin de ronde. En fait, on pourrait pas... quand le château sera fini, on pourra faire tout le tour à cette hauteur-là. Et on voit bien donc qu'on peut protéger, surveiller l'extérieur du château. Donc ici, on a une petite galerie en bois qui est toute jolie. La tour du pigeonnier, ils sont en train de faire le toit. Et là, maintenant, nous, on va aller à la chapelle. Ok. Ah oui. J'aime bien cette couleur, en fait. C'est beau. On a les peintures pour décorer, on a les fenêtres en tissu qui ressemblent à du vitrail. Et donc là, on a tous les métiers, qui se retrouvent ici. Ça, c'est vraiment très beau. Tout est relié, ça, c'est qui est beau, en fait. Oui. Et c'est la plus belle pièce du château. C'est vrai. C'est la dernière.
Ici, on est donc au premier étage de la tour de porte. Donc on a 2 tours collées l'une à l'autre qui forment la porte d'entrée du château. Et donc c'est le poste de travail des maçons. Les maçons, c'est tous mes collègues qui sont autour de moi. Ils sont en train de fabriquer le château avec les pierres, des tailleurs de pierre et du carrier, avec du mortier. Le mortier, c'est ça en fait. C'est de la colle. C'est l'ancêtre du ciment. Donc c'est de la chaux et du sable. Et on va pouvoir coller les pierres entre elles pour fabriquer tout le château. Le problème, c'est qu'on est en hauteur maintenant. Comment on fait pour amener toutes ces pierres jusqu'ici? Il nous faudrait une grue. Et on a une grue. C'est cette machine qui est là. Et on va la mettre en marche. Pour vous. Parce que là, on est presque à la fin de la journée. On est prêt, on est prêt. Merci beaucoup. De rien. Merci. On termine notre voyage. Château de Moyen-Âge, c'est ça hein? Ouais, le château de Guédelon, ouais. Donc c'est un château du XIIIe siècle. Hein, et on est en 1254. 1254. Et on est plus de 800 ans d'écart. Ouais. Et donc, eh ben, je vous ai fait visiter un château fort en construction. On essaye de faire comme à l'époque. Tu entends la cloche? C'est la fin de la journée, il est 18h30. Les ouvriers vont arrêter de travailler, on va rentrer chez nous. Et puis demain, à 9h30, on va réattaquer. On va réaccueillir entre 2 et 3 000 personnes dans la journée. On a vu tous ces gens qui visitaient Guédelon, avec qui on partage tous les jours, on discute tous les jours. Donc voilà, Guédelon, c'est construire pour comprendre et le partager. Ok, merci beaucoup Clément. Merci. 一个的拍，而且还问他们。一学了法轮功，他内心发生变化。那么经过练功不长，他抽了像有的人就像是我当时跟我老百姓的群众组织嘛。 Les pratiquants de Falun Gong ont célébré l'arrivée de l'année 1999 avec un rassemblement joyeux, comme en témoignent ces images. Plus d'une dizaine de pratiquants occidentaux de Suède, du Danemark, de Finlande et des États-Unis sont allés à Dalian pour partager leurs expériences de cultivation avec les pratiquants chinois pendant leurs vacances de Noël. Cette pratique est devenue une habitude pour beaucoup. Ils l'ont appelée « rentrer au pays ». Le jour de l'an qui marquait le début de la 7e année depuis la diffusion de DAFA, les pratiquants se sont rassemblés à l'aube pour faire la pratique collective des exercices. Il est probable que ceux qui viennent du monde libre ne comprennent pas à sa juste valeur le fait que le Falun Dafa ait pu se répandre largement pendant 7 ans dans un pays comme la Chine. Depuis 1992, quand M. Li Hongzhi s'est fait connaître du public, le Falun Gong a toujours été une méthode relevant directement de l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Les pratiquants ont fondé l'association de recherche sur le Falun Dafa à Pékin et des centres d'assistance dans tout le pays, conformément aux règles et réglementations. Ils ont aidé efficacement M. Li Hongzhi à donner des conseils judicieux en matière de cultivation. M. Li Hongzhi a établi des directives strictes sur le fonctionnement des centres d'assistance. Aucun de nos centres d'assistance ne touche de l'argent ni ne conserve de l'argent. On n'y fait pas de business, ni ne soigne les maladies. On est entièrement là pour prendre la responsabilité de cultiver réellement. Pour vraiment cultiver réellement. C'est pareil pour tous nos élèves. Il leur est interdit de chercher à obtenir de l'argent grâce au Falun Gong. Comme je viens de le dire, pourquoi t'ai-je donné autant? Ce n'est pas pour que tu recherches la gloire et la fortune, mais pour te permettre de cultiver et pratiquer.
La cultivation pure et solennelle de Dafa s'oppose naturellement aux croyances obstinées et à la mentalité malsaine. En même temps, tous ceux qui pratiquent ne sont pas motivés par le désir de comprendre réellement Dafa. Un certain nombre de personnes avaient étudié le Falun Gong avec M. Li Hangzhe à Changchun. Comme ils ne pouvaient pas renoncer à leur désir de rechercher l'argent et la richesse, ils ont essayé de faire du profit en traitant des maladies. M. Li Hangzhe a sévèrement critiqué leur comportement. À cause de ces événements, ils ont décidé de transformer le Falun Gong en ennemi. En novembre 1994, ils ont déposé une plainte formelle citant 12 prétendues violations et l'ont soumise à 13 bureaux du gouvernement central. On était le 4e jour du Nouvel An chinois lorsque le gouvernement a pris des mesures. Le 4e jour, qui était le premier jour ouvrable après 3 jours de vacances pour le Nouvel An chinois, le gouvernement a annoncé l'interdiction de pratiquer le Falun Gong dans tout le pays. Nous avons demandé l'aide de la Commission nationale des sports. Quand ils ont appris ce qui s'était passé, ils ont suggéré « Pourquoi ne pas vous organiser? Vous devriez vous dépêcher ». Nous avons expliqué que Maître Li ne nous avait pas permis de former des organisations car ce n'était pas pertinent pour notre cultivation. Et les gens pourraient s'inquiéter si nous nous organisions. Ils ont dit « Vous auriez dû mettre en place une organisation il y a longtemps, comme une association scientifique par exemple. Vous avez notre soutien, nous pouvons résoudre votre problème. » Le 10e jour du Nouvel An chinois, l'Association de recherche sur le Falun Gong de Chine a soumis 3 rapports détaillés à l'Association nationale de recherche scientifique sur le Qigong. Ces rapports clarifiaient la vérité sur le Falun Dafa, la responsabilité envers la société et les pratiquants. Ils clarifiaient également la vérité concernant chaque insinuation. Les rapports réagissaient également aux fausses allégations faites par ces personnes à Changchun. Le Zhuan Falun a été publié au printemps 1995. Plus tard, M. Li Hangzhe a été invité à enseigner le Falun Gong à l'étranger. Même s'il n'était pas en Chine à ce moment-là, le nombre de pratiquants chinois n'a cessé de croître. Pendant cette période, l'économie de marché est devenue de plus en plus populaire en Chine et a commencé à prospérer. La recherche incessante de l'intérêt personnel a provoqué une détérioration spectaculaire des critères moraux de la société. Dans un tel environnement, les pratiquants du principe authenticité, bienveillance, tolérance ont trouvé Dafa extraordinairement précieux. Des changements spectaculaires peuvent avoir lieu dans le corps et l'esprit. Les mots ne parviennent pas à décrire ce sentiment. C'est comme quelqu'un qui a longtemps été importuné par de nombreuses maladies et qui se rétablit rapidement et complètement en suivant le principe authenticité, bienveillance, tolérance. Je deviens prévenant envers les autres. Je veux d'abord penser aux autres. C'est différent de ce qui se passait avant que je pratique le Falun Gong. À l'époque, tout tournait autour de moi et de ce qui me profitait. Nous avons appris, en pratiquant le Falun Gong, à être prévenant envers autrui et à partager les bonnes choses avec les autres. En conséquence, j'étais motivé à parler du Falun Gong aux autres. Je l'ai recommandé à tous mes amis. Je pensais que le pays devait encourager les gens à pratiquer le Falun Gong. Alors, tout le pays serait en harmonie. Plus besoin de police. J'espérais que les fonctionnaires du gouvernement étudient le Falun Gong et aident à le promouvoir. Cependant, l'augmentation rapide du nombre de pratiquants de Falun Gong a rapidement attiré l'attention du Parti communiste chinois. Le 17 juin 1996, le quotidien de Guanmin a publié un éditorial intitulé « La sonnette d'alarme pour s'opposer à la pseudoscience retentit ». L'article étiquetait le livre Zhuan Falun, l'une des 10 meilleures ventes de l'époque à Pékin, de superstition et de pseudoscience. Un mois plus tard, le bureau de la presse et des publications sous le ministère de la Publicité centrale a émis un ordre interne destiné aux éditeurs gouvernementaux et de l'État, interdisant la publication et la distribution des livres de Falun Dafa, au motif de promouvoir une superstition. Lu Hogan, le secrétaire de la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, a ensuite autorisé le ministère de la Sécurité publique à enquêter secrètement sur le Falun Gong afin de l'interdire.
Cette nation qui a traversé toutes les vicissitudes de la vie à cause de la lâcheté et de l'insensibilité a rendu désespéré un grand nombre de Chinois. Mais elle a, une fois de plus, montré sa sincérité et sa bienveillance. En envoyant des courriers et en allant voir les gens, des milliers de disciples de Dafa ont raconté aux agences de presse et au bureau du gouvernement central les changements considérables qu'ils avaient personnellement vécus grâce à la cultivation du Falun Gong. Leurs mots étaient simples et directs, leur message était sincère et sans plainte. Les pratiquants de Falun Gong, qu'ils soient étudiants, enseignants ou voisins, partagent une relation harmonieuse avec les autres, partagent une affinité harmonieuse avec les autres. Par exemple, une de mes voisines, une vieille dame, est une pratiquante de Falun Gong. Elle balaye toujours les escaliers du 1er au 3e étage pour le bénéfice des autres résidents. J'ai vu de grands changements chez moi et dans mes relations avec ma famille. J'ai totalement changé. J'étais très différent avant. Autrefois, j'étais alcoolique, fumeur, bagarreur. Tout ce qui m'intéressait, c'était de manger, de boire et de me divertir. Des millions de Chinois pratiquent le Falun Gong depuis toutes ces années. Le nombre de pratiquants ne cesse d'augmenter. Nous devons reconnaître ses mérites. Les expériences des pratiquants de Falun Gong, partagées du fond du cœur, ont profondément touché de nombreux fonctionnaires et membres des médias. Je suis policier. Même certains policiers qui ont été envoyés pour enquêter secrètement sur le Falun Gong sont devenus des pratiquants. L'enquête secrète sur le Falun Gong par le ministère de la Sécurité publique n'a pas permis de trouver la moindre preuve d'activité illégale. Les détracteurs menés par He Zuoxiu de l'Académie chinoise des sciences ont commencé à publier des articles anti-Falun Gong en 1997. He Zuoxiu a de nouveau attaqué le Falun Gong sur Pékin TV en mai 1998. Un étudiant de l'Académie des sciences qui était prêt à essayer n'importe quel Qigong a suivi toutes sortes de méthodes. Un jour, il est également venu pour essayer les mouvements des exercices du Falun Gong. Il a abandonné la pratique du Falun Gong après seulement quelques jours et a commencé à pratiquer Bigu, l'abstinence de nourriture et d'eau. He Zuoxiu l'a pris pour un exemple typique des pratiquants de Falun Gong et a prétendu que les pratiquants de Falun Gong ne mangeaient pas et ne buvaient pas. Il a totalement déformé les faits. À l'époque, il nous a semblé important de parler aux éditeurs de la chaîne de télévision de Pékin TV, de leur dire la vérité sur le Falun Gong et de leur parler de notre propre expérience de cultivation. Notre seule pensée était alors de clarifier avec bienveillance les faits sur le Falun Gong. Le 29e jour de ce mois-là, de nombreux pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés devant Pékin TV. Le groupe était étonnamment calme et paisible. Les gens se sont assis sur la terrasse en formant plusieurs cercles. De nombreuses personnes ont partagé leurs propres expériences et comment ils avaient commencé à se cultiver. Des reporters de Pékin TV ont filmé chaque pratiquant. Ils ont également interviewé des pratiquants qui ont répondu à leurs questions. Plus tard, le journaliste a interviewé des personnes sur le site des exercices du parc Yuyuan-tan. L'émission a été diffusée à la télévision quelques jours plus tard. Pendant ce temps, le Conseil d'État, à 2 reprises, a demandé à l'Administration nationale des sports de superviser les activités de Qigong et la recherche sur le corps humain. Dans le même temps, il a ordonné aux autorités sportives locales d'enquêter sur le Falun Gong. Les enquêtes ont révélé que le Falun Gong améliorait la santé des gens et qu'il n'y avait pas d'activité religieuse illégale. Mais le ministère de la Sécurité publique a insisté sur le fait qu'une surveillance stricte du Falun Gong était nécessaire.
Le 21 juillet 1998, le ministère de la Sécurité publique a publié un document interne, annonce d'une enquête sur le Falun Gong, qui classait le Falun Gong comme secte perverse. Certains coordinateurs de centres d'assistance ont été mis sous surveillance. Ils ont été suivis dans leurs déplacements et mis sur écoute. Tous ces événements ont eu un impact négatif sur le Falun Gong dans la société. Les pratiquants ont également été soumis à divers degrés de pression. En octobre 1998, l'administration nationale des sports a envoyé des équipes d'enquête dans les provinces de Jilin et de Heilongjiang pour contrôler et évaluer le Falun Gong. Elles se sont rendues sur plus de 10 points de pratique locaux et ont tenu un forum avec des pratiquants à Changchun et Harbin. Les pratiquants ont ouvertement partagé leurs expériences de cultivation et ont exprimé leur perplexité face aux récents événements. Revoir le chemin de poussière, combien d'émotions ressenties, s'éveiller à la voix et comprendre la vérité, combien on est heureux d'être un disciple de Dafa. Malgré le traitement injuste et les accusations déraisonnables, les pratiquants de Falun Gong ont continué à clarifier la vérité avec bienveillance. Au cours de ce processus, les pratiquants sont arrivés à une meilleure compréhension de la cultivation et de la pratique droite. Dans le même temps, le nombre de pratiquants n'a pas cessé d'augmenter. Tôt ce matin, plus de 10 000 pratiquants se sont rassemblés dans le centre sportif de Shanghai pour présenter une pratique collective des exercices. Depuis sa présentation par Maître Li Hongji en 1992, le Falun Gong a été bien accueilli par le public. Depuis 6 ans, le Falun Gong impressionne les gens par ses caractéristiques uniques. Alors que les neiges hivernales recouvraient les terres du Nord, un test plus rigoureux se profilait. Début 1999, de nombreux fonctionnaires du parti à la retraite ont soudain cessé de pratiquer. Nous nous sommes d'abord interrogés sur leur santé. Nous avons découvert plus tard que le Parti communiste avait interdit aux membres du parti et au personnel militaire de pratiquer le Falun Gong. Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles le Falun Gong allait être classé comme une organisation illégale. Le 11 avril 1999, He Jiu-Xiu a de nouveau publié un article dans le magazine Sciences et Technologies de l'Institut de l'éducation de Tianjin. Il a affirmé que la pratique du Falun Gong pouvait causer des problèmes psychologiques et a laissé entendre que le Falun Gong pourrait renverser le gouvernement comme l'avait fait la révolte des boxeurs. Son article a profondément blessé les sentiments de ceux qui avaient grandement bénéficié du Falun Gong. Des pratiquants sont allés de leur plein gré clarifier la vérité auprès des rédacteurs du magazine. La réaction des rédacteurs en chef a été inattendue. Leur directeur nous a tout de suite rencontrés. Nous lui avons parlé avec bienveillance. Il a tout de suite reconnu l'erreur. Il a dit « Nous n'avons pas bien enquêté sur l'affaire, nous allons faire un rectificatif ». Cependant, le lendemain, il a nié tout acte répréhensible lorsqu'il nous a rencontrés. Il a dit « Nous n'avons commis aucune erreur ». L'étrange réponse des rédacteurs en chef a fait prendre conscience aux gens de la pression exercée par le Parti communiste au pouvoir. D'autres pratiquants de Falun Gong sont allés au bureau de la rédaction pour exprimer pacifiquement leur inquiétude. Le 23 avril, plus de 300 policiers ont dispersé les pratiquants avec une force excessive. 45 pratiquants ont été arrêtés. La nouvelle de la brutalité de la police de Tianjin et des arrestations illégales s'est rapidement répandue sur les points de pratique à travers le pays. Les pratiquants ont voulu faire appel auprès des autorités de Pékin. Ils pensaient que c'était peut-être le seul moyen de résoudre véritablement le problème. Les pratiquants des villes et provinces environnantes ont commencé à se rendre à Pékin dès 4 heures du matin, le 25 avril. Ils se sont finalement rassemblés devant le bureau d'appel du Conseil d'État de Zhongdonghai. C'était très tendu. La police était partout. Les voitures de police étaient alignées le long de la route, de l'autre côté de la rue. Mais nous n'avions aucune crainte, car notre action était justifiée et nous n'avions rien fait de mal. Comme le gouvernement n'avait jamais répondu à nos lettres d'appel, nous étions simplement venus expliquer les faits face à face. Nous espérions seulement la libération de ces pratiquants qui avaient été arrêtés à Tianjin. Nous voulions discuter de la question avec le gouvernement, parce que nous pensions que la presse
n'avaient peut-être pas l'autorité nécessaire. Ce jour-là, le Premier ministre Zhu Rongji a rencontré les représentants et a ordonné la libération des pratiquants du poste de police de Tianjin. Il a réitéré la politique du gouvernement à l'égard du Qigong. À 22h, les pratiquants sont partis tranquillement. Tout le processus s'est déroulé de manière pacifique et ordonnée. Il n'y avait pas un seul détritus par terre après le départ de milliers de pratiquants. L'événement du 25 avril a secoué le monde. Les gens ont commencé à remarquer à quel point ce groupe de pratiquants de tous horizons était spécial. Les médias sont venus interviewer les pratiquants de Falun Gong locaux pour mieux les comprendre. Radio Free Asia, dont le siège est à Washington DC, possède toujours cet enregistrement audio. Quand j'ai commencé la pratique du Falun Dafa, j'ai senti que tout était bon. J'ai également vu le bon côté de la société. Pour la première fois, je sens que j'aime cette nation. C'est comme ce que le maître nous a dit, que l'on doit vivre pour les autres et non pour soi-même ou pour ses proches, pour que tous vivent une vie meilleure. Cher public, bien que je n'ai pas mené d'enquête statistique sur les disciples de Falun Gong, je ne sais pas si les pratiquants de Falun Gong ont la même impression, mais je pense que l'impact du Falun Gong sur la société est d'abord directement au niveau de la moralité, plutôt qu'au niveau politique. L'événement du 25 avril a créé un précédent dans la résolution pacifique des conflits entre les gens ordinaires et le gouvernement communiste chinois. L'opinion publique du monde entier a considéré cet événement comme une étape importante, montrant que le leadership en Chine mûrissait progressivement. Il a donné aux Chinois à l'étranger un nouvel espoir pour la Chine. Je connais très bien l'histoire de la Chine, ancienne et moderne. Je pense que les Chinois ont tendance à agir soit comme un groupe obéissant, soit comme une foule. Les problèmes de l'histoire chinoise ont rarement été résolus de manière pacifique. Il y a rarement de solution sans violence. Cet événement a prouvé que le peuple chinois était prêt à chercher une solution non violente. En fait, le Falun Gong a changé la nature du peuple chinois. Avant, j'étais très déçu par la nature des Chinois. Cette méthode peut aider à la changer, aider les gens à se débarrasser de beaucoup de choses négatives et les faire devenir de bonnes personnes. Je pense que c'est formidable. C'est extraordinaire. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Après l'événement du 25 avril, chaque fois que nous faisions les exercices dehors, nous étions surveillés par la police. Plus tard, les banderoles de Falun Gong ont été interdites. Nous avions à peine le droit d'accrocher le drapeau du Falun. Au même moment, Toronto, la plus grande ville du Canada, de l'autre côté du globe, était plongée dans la joie. Le 22 mai, les pratiquants de Falun Gong du monde entier se sont rassemblés devant l'hôtel de ville de Toronto pour célébrer le 7e anniversaire de la diffusion du Falun Dafa. Le lendemain, ils ont organisé une conférence de partage d'expériences de cultivation à l'université de Toronto. Monsieur Li Hangzhe a donné une conférence en personne. Il y avait également de nombreux visages chinois inconnus parmi les participants, en plus des pratiquants et des journalistes. À la fin de la conférence, à la surprise générale, Monsieur Li s'est levé et il a fait une déclaration. Beaucoup de journalistes et d'autres personnes sont perplexes. Elles se demandent pourquoi autant de monde vient apprendre ce Fa. Vous qui êtes assis ici aujourd'hui, vous avez peut-être vu la réponse. Quelle est-elle? Ici, nous demandons aux gens de marcher sur un chemin droit et en plus d'être de véritables bonnes personnes. Ici, il n'y a rien de sale ou de malpropre qui soit impliqué comme dans la société. Nous purifions tout ce qui n'est pas correct et deviendrons des personnes qui bénéficieront aux autres et à la société, jusqu'à ce qu'une personne atteigne le critère de la plénitude parfaite. Nous ne demandons pas de cotisation. Nous ne vous guidons pas à faire des choses pas bonnes. Et nous ne sommes pas impliqués dans la politique. C'est pourquoi il y a tant de gens qui apprennent.
Ceux qui ne croient pas qu'il y a encore de bonnes personnes dans l'humanité ont sous-estimé cela. Bien que les pratiquants n'aient pas eu assez de temps pour comprendre pleinement ces mots de M. Li Hangzhe, ceux qui ont vécu les nombreuses campagnes politiques de la Chine ont senti une répression imminente. Alors que les signes étaient déjà présents, personne ne pouvait imaginer les tribulations à venir. Qu'est-il arrivé à ce monde dans lequel nous vivons? Pourquoi? Au cours des 4 années qu'il a passées sur cette terre, il n'a connu que la guerre. Où que j'aille, des choses que je vois, je veux juste m'en détourner. Les rêves que j'ai, les histoires que je pourrais raconter, seront-ils encore possibles? Cette année, plus que jamais, j'ai besoin d'un monde tout neuf, un monde propre. Où je pourrais m'améliorer et être inspiré. Ma scène peut être partout et n'importe où. Mais elle commence ici. Ganjing World, un monde plus lumineux.